Bonjour à tous, j'aimerais faire une vidéo où on va faire ensemble un plan, genre on va organiser un portefeuille de A à Z en utilisant des techniques relativement avancées. Alors relativement avancées pourquoi? Parce que c'est des organisations que je vois pas tout le temps en fait, même chez mes potes qui sont assez chauds en crypto, qui sont là depuis longtemps. Ils n'ont pas de modèle organisé comme ça, leur portefeuille n'est pas organisé comme ça. Et pourtant, je trouve que c'est une des meilleures manières d'organiser son portefeuille. Pourquoi? C'est parce que vous allez prendre un actif de base et vous allez organiser votre portefeuille pour surperformer cet actif. Donc pour ce faire, on va utiliser une légère forme de levier. Et juste en fait, en utilisant les bonnes règles, en faisant attention, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Alors moi le premier, j'étais complètement allergique au levier. Je voulais pas du tout utiliser ça parce que j'avais été un petit peu traumatisé par tout ce qui est levier x10, x20, x50, x100, surtout sur les perps. Donc moi c'était BitMEX à l'époque, mais aujourd'hui c'est plutôt Hyperliquid, Lighter, etc. Ça c'est hyper dangereux et là on parle pas du tout de levier x10, x3, mais on parle vraiment des leviers qui sont inférieurs à 2. Voilà. Après, si vous êtes vraiment indigène, vous pouvez prendre du levier supérieur à 2, 3. Mais c'est pas du tout le but ici. Ici, le but, c'est vraiment de faire une stratégie qui est relativement pérenne, où on peut dormir la nuit. Alors certes, les cryptos, ça a un risque supérieur au marché traditionnel. Donc après, c'est en fonction de votre tolérance au risque personnel. Mais comparé à des stratégies de levier x20 et plus, eh ben, ça n'a rien à voir. Donc en fait, j'ai préparé toute une stratégie qu'on va voir ensemble. Et cette stratégie, elle va être autour du hype, donc hyper liquide. On va voir pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait accumuler un gros bac de hype et pourquoi quelqu'un voudrait organiser son portefeuille autour du hype. Alors je tiens à dire, pour cet exemple, j'ai pris le hype, hein, mais il faut savoir que ce genre d'organisation, ce genre de portefeuille, ça peut se faire avec n'importe quel actif. Là, j'ai fait une très petite thèse sur le hype, mais voilà, ça peut se faire autour de Bitcoin, Ethereum, Solana, ZEC, plein de tokens. Vraiment, ça marche avec la plupart des tokens. À partir du moment où vous avez une forte conviction dessus et que vous êtes là pour le long terme, donc pour long terme, je parle minimum 3 ans, et bah ça peut fonctionner. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire une stratégie autour du hype? Alors du coup, Hyperliquid c'est un des rares protocoles avec des revenus. Bah, je pense que c'est le protocole qui a le plus de revenus de tout l'écosystème et il va prendre 100% de ses revenus et faire des buybacks. Donc racheter le token et du coup rajouter une pression acheteuse autour du token. Et c'est ce qui fait que le token a vraiment bien performé. Alors pas depuis les derniers jours, enfin pas depuis hier, mais quand même quand on regarde depuis le début, c'est une des seules cryptos à avoir fait un ATH en plein bear market. Et en fait, ils sont en train de gagner complètement la guerre sur les perps. Alors la guerre n'est pas du tout finie, mais ils ont une avance vraiment non négligeable et c'est le projet phare dans le secteur, c'est le projet leader. Faut savoir qu'il y a pas mal, donc il y a des ETF qui sont lancés. C'est même pas que des ETF Grayscale d'ailleurs, c'est des ETF plus génériques. Petit à petit, ils se mettent à lancer des RWA, donc dessus on peut trader SpaceX, il y a aussi le S&P, on peut trade le gold, on peut trade silver, le oil, donc plein d'actifs traditionnels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est mis à être décorrélé des cryptos, parce qu'en fait il tirait ses revenus d'autres sources de revenus qui n'étaient pas corrélées des cryptos. Voilà, donc si on regarde ses price to earning, on peut très bien avoir une thèse où on dit bah actuellement il a un price to earning de 10 et les compétiteurs sur les marchés traditionnels ils sont plus vers 20, 30, 40. Donc du coup potentiellement une appréciation du token à venir et c'est pas déconnant d'avoir une partie de son portefeuille dedans. Là on prend quelqu'un qui est extrêmement bullish sur le hype et limite qui veut all-in sur le hype pour faire simple. Après, en termes des problèmes potentiels sur cette thèse, bah, évidemment, il va y avoir les unlocks de la team qui peuvent arriver, enfin qui vont arriver d'ailleurs, donc c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. La compétition des plateformes, si demain il y a une plateforme compétitrice qui vient voler des parts de marché à Hyperliquid, et bah voilà, ça va baisser les buybacks, ça va baisser la pression acheteuse et ça peut potentiellement chambouler la thèse. Problème de régulation aussi, c'est-à-dire que
Donc il faut savoir qu'ils sont de mèche avec Trade XYZ, qui est une énorme plateforme traditionnelle. Mais voilà, les régulations, elles sont pas encore mises en place et ça peut venir aussi changer la donne sur l'écosystème Perps. Et évidemment, bah après, les cryptos, ça reste un marché qui est très volatile. Donc on l'a vu, voilà, ici, bah, ils sont mis à prendre cher, quoi. Ils ont pris littéralement 10% en une journée. Donc il y a clairement ce risque à prendre en compte. Ensuite, en termes des objectifs, ensuite on verra la stratégie. Donc les objectifs de cette stratégie, ça va être d'accumuler le plus de hype possible. C'est-à-dire que on va commencer avec un bac de hype. Alors, on va commencer avec un bac de hype ici. Ça, ce sera notre portefeuille. Et l'objectif, ça va être de faire grossir ce bac de hype ici. Donc on pourrait très bien imaginer, bah, j'ai mon taf, je réinjecte de l'argent, et bah, juste mon bac va grossir tout seul avec le temps. Mais non, c'est pas le but ici. Le but ici, c'est de faire une stratégie qui fasse une boucle et qui permette de augmenter son bac de hype tout seul, c'est-à-dire sans réinjecter d'argent. Donc l'objectif, ça va être de générer un cash flow. Et donc logiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que notre portefeuille, il va être en hype. Il va générer un cash flow. Ce cash flow il va permettre d'avoir de plus en plus de hype. Et donc en fait, notre portefeuille va s'apprécier au même rythme que le hype. Et en plus de ça, on va avoir un revenu supplémentaire qui va venir augmenter notre bag. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre portefeuille, il grandit comme le hype. Et grâce au cash flow, bah, on va venir surperformer un petit peu ce bac de hype. C'est l'objectif de la stratégie en tout cas. Et c'est aussi le but d'avoir un très léger levier. Donc, en termes de stratégie. Pour commencer, on va donc s'exposer au spot, au hype. C'est-à-dire qu'on va venir acheter du hype. Admettons qu'on prenne 10 000 dollars de hype en spot. Ce qu'on va faire, c'est que ces hypes, ils vont pas rester là. Ils vont pas rester à dormir. On va pas attendre patiemment que ça augmente. On va être proactif et on va aller déposer ces hypes sur une plateforme de lending. Pourquoi faire en fait? Ces hypes, on va les mettre en collatéral et on va venir emprunter des USDC. Ces USDC, plus tard, ils vont aller travailler, ils vont aller générer un rendement, et ce rendement, il va servir à rembourser l'emprunt. Bref, ces hypes, ils vont dans Hyperland, c'est-à-dire ici, on va mettre... Donc Hyperland, ça va être tout simplement une plateforme de lending borrowing sur Hyperliquid. Et donc vous voyez, vous pouvez déposer du hype, vous pouvez même déposer du K-hype. Ça, après, ça va être un petit peu plus avancé. Mais admettons qu'on fait une stratégie très simple, on dépose du hype. Et en fait, donc déjà, simplement en déposant du hype, on gagne 0,61% APR. C'est-à-dire qu'à l'année, on va gagner notre bag de hype qui va augmenter de 0,61%. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, donc on dépose les hypes sur Hyperland. Donc du coup, ici, il va y avoir un risque qui est introduit, c'est le risque de la plateforme. C'est-à-dire que si la plateforme se fait hack, bah nous on peut potentiellement avoir des problèmes. C'est-à-dire que la plateforme se fait hack, donc après ça dépend de la nature du hack. Si le hack vole par exemple, je sais pas, des UBTC par exemple, ça va, on est tranquille. Mais si elle se met à voler des hypes, bah là, en fait, elle va typiquement prendre les hypes qu'on a déposés. Donc c'est ça le problème. Mais faut en être conscient. Donc c'est pour ça que all-in ça peut être très risqué. Après, c'est à vous de voir votre tolérance au risque et aussi de faire vos propres recherches sur la plateforme, de regarder un peu les audits, etc. Et ce qu'on va faire du coup ensuite, ça va être de cette plateforme de landing, on va aller retirer 5000 dollars. Alors ici, j'ai mis 5000 comme exemple, mais ici, c'est vraiment à vous de voir quelle est votre tolérance au risque. Voilà, ça peut être 5000, ça peut être 3000, ça peut être 4000. Moi j'ai mes propres règles et donc comment est-ce que je gère mes emprunts, tout est expliqué dans le circuit du profit, donc vous pouvez aller voir le lien en description pour voir comment est-ce que je reste safe quand je fais un emprunt, quelles sont les règles que je suis, quelles sont les variables que je regarde pour observer la santé de mon emprunt. Voilà, donc si vous savez pas trop gérer des emprunts, allez jeter un œil au circuit du profit. Mais en tout cas, à cette étape où on emprunte, il faut vraiment savoir ce qu'on fait et faire attention et avoir des règles mises en place pour éviter la liquidation. Donc comme vous le voyez ici, on est à un emprunt inférieur à 2 parce que ce qu'on emprunte, c'est inférieur à ce qu'on a déposé. Donc ici, il va y avoir plusieurs choses à gérer.
Premièrement, ça va être le prix du hype, parce qu'en fait, du coup, le prix du hype, il va potentiellement varier, et du coup, la valeur de notre collatéral va aussi varier. Si vous ne connaissez pas comment fonctionne le lending borrowing, bah, je vous invite à vous renseigner, mais en fait, typiquement, si la valeur du hype descend trop, et bah en fait, notre position, donc notre collatéral, va se mettre à être liquidé. Et donc pour ça, pour éviter ça, on va observer la LTV ou le health factor, ou le collateral ratio, pour voir en fait est-ce que notre position est en danger ou non. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de générer un rendement en fait. Là, on a un emprunt de 5000 $ et donc du coup, en fait, quand on regarde ici, quand on emprunte des USDC, on est à 7,8% par an, donc on doit rembourser 7,8%. Donc si on a fait 5000, on va mettre, si on fait 8%, ça fait 5400, donc on doit rembourser 400 $ par an. Ça fait donc à peu près 1,1 $ par jour. Alors, 1,1 $ par jour. Donc là, on est plutôt à 7,8%. Donc notre objectif, ça va être de rembourser cet emprunt et de faire un profit. Donc ce que vous faites, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher une opportunité de rendement qui va générer un rendement supérieur au 7,8% de l'emprunt. Donc ça, il y a plein de stratégies possibles. Vous pouvez aller sur Pendle, vous pouvez aller sur Uniswap, vous pouvez aller sur... vous pouvez faire des positions de LP, vous pouvez faire du delta neutral, etc. Donc ça, c'est... Il y a plein de stratégies possibles. Nous, ce qu'on va voir ici, c'est une stratégie que j'affectionne tout particulièrement, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est une stratégie de liquidity providing. Le liquidity providing, ça va être tout simplement, en fait, donc ici, il va y avoir le hype qui va trader. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer du capital dans une zone de prix. Et en fait, tant que les prix évoluent dans cette zone de prix, notre capital va servir de contrepartie aux gens qui traitent. Et en fait, dès qu'ils traitent, ils vont du coup payer un frais de trading, comme vous payez sur Hyperliquid, sur Binance, etc. Dès que vous faites un trade, vous payez un frais. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, vu que c'est nous qui avons fourni le capital, ici, c'est nous qui allons récupérer ce frais. Et donc, du coup, ça génère des rendements, et les rendements sont assez intéressants. Typiquement, donc, ce qu'on pourrait faire, ce serait aller sur Hyperswap, qui est un des exchanges, un des DEX sur Hyperliquid. Si on regarde un peu les opportunités qu'ils offrent, là on voit Hype BTC à 120% par an, ou alors Hype USDC à 60, même plus, quasiment 70% par an. À côté, nous on paye un emprunt à 7,8% par an. Donc on prend, imaginons les 120% de rendement. Avec ce rendement, on va aller l'utiliser soit pour accumuler du hype, soit pour rembourser l'emprunt. Et en fait, du coup, nous, on a un emprunt qui nous coûte seulement 7,8%. Donc tout le reste du rendement ici, imaginons, voilà, 110%, ça va être pour nous. Et après, ces 110%, on peut faire croître notre portefeuille, on peut réinvestir, etc. On peut miser sur d'autres projets éventuellement. Ça, c'est à vous de voir, mais du coup, c'est ça l'idée de la stratégie. Donc l'objectif, ça va être tout simplement de chercher une position de LP qui a un APR supérieur à notre emprunt, donc à 7,8%. Donc après, c'est à vous de voir. Hype USDC, Hype BTC, c'est à vous de voir. Nous, on va prendre Hype BTC par exemple. Et donc du coup, on va générer à peu près 120% par an. Donc on va faire cette position de LP qui va nous payer 120% par an. Ça, c'est un truc qui est variable et ça vient pas sans risque non plus. Premièrement, il va y avoir le risque de la plateforme comme ici. Si la plateforme se fait hack, nos fonds sont à risque. Mais il y a aussi d'autres choses à gérer comme l'impermanent loss. Donc l'impermanent loss, ça va être juste le fait que les prix, ils bougent. Donc du coup, la valeur de notre position, elle va bouger aussi. Et il se trouve que quand ça descend ou quand ça monte, il va y avoir une petite perte qui est créée. Donc cette perte, elle peut être... tant qu'on ne quitte pas la position, cette perte, elle est considérée comme temporaire. Parce que les prix, en fait, ils bougent, ils évoluent, ils montent, ils descendent. Et s'ils reviennent au niveau initial, cette impermanent loss, elle est de 0. Et derrière, les frais qu'on a fait, ils sont bonus. Donc l'objectif, moi, un petit conseil que je peux vous donner, c'est, premièrement, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est mettre des single-sided. C'est-à-dire que vous essayez d'anticiper une baisse,
et ici vous mettez juste des USDC, et après on va venir descendre et remonter. Donc tout simplement faire un rebond, jouer un rebond. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, et c'est beaucoup plus simple de gérer les permanent loss quand on est single-sided, et c'est beaucoup plus simple aussi de terminer avec une permanent loss qui est réduite comparée aux frais. Parce que le but, ça va être que, imaginons qu'ici, alors attendez, si on supprime tout ça, donc ici, imaginons que c'est les prix, on met une position ici, en fait le but ça va être juste de jouer un rebond, hop, et en fait, quand le prix revient ici, au même niveau qu'on a commencé la position, et bah on a une impermanent loss de 0. Et donc du coup, tous les frais qu'on a générés sur cette position, c'est bonus, c'est notre rendement, et moi c'est comme ça que j'aime beaucoup opérer en tout cas. Par contre, si on sort par le haut ou par le bas, et bah là il va falloir gérer votre position, parce que quand on sort de notre range, et ben on ne génère plus de frais, et donc plus de rendement, et donc là notre emprunt, bah lui en fait il continue de croître, on doit toujours le rembourser. Donc quand vous faites une position de LP, vous allez devoir rebalance votre position régulièrement, et créer de nouvelles positions. Tout ça c'est expliqué dans le circuit du profit, donc comment faire ses positions, comment faire ses plans de LP, comment choisir ses ranges, comment choisir ses actifs, etc. Bref, toutes les questions que vous vous posez pour faire des positions de LP, c'est expliqué dans les circuits du profit. Je vous donne même des exemples de positions à faire en direct, donc des exemples de positions que je vois sur le marché au jour le jour, avec éventuellement des bons rendements, en tout cas des rendements qui, moi, j'estime justifient le risque d'une LP, donc des rendements très intéressants. Et ensuite, du coup, une fois que vous avez mis donc vous avez vos hypes qui eux vont s'apprécier avec le prix du hype, et ensuite vous avez fait cet emprunt qui va venir générer un rendement supplémentaire ici. Ah, je savais pas que ça faisait ça d'ailleurs. Bref, donc vient maintenant la question de qu'est-ce que je fais avec ce rendement en fait. Et donc là vient la partie de la gestion des frais et des boucles d'accumulation. Avec les frais que génère cette position, vous avez plusieurs choix. Premièrement, vous pouvez tout simplement rembourser l'emprunt. C'est-à-dire que cette position de LP, elle va vous générer des hypes et des USDC. Et ben vous prenez ce rendement et vous remboursez les 5000 $ que vous avez empruntés. Comme ça, votre dette, elle se réduit avec le temps. Et plus le temps passe et plus vous êtes tranquille. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous devez rembourser 7,8% par an, mais vous générez 120% par an. Donc avec le reste de votre rendement, vous pouvez très bien acheter des hypes et les redéposer dans votre position ici. Comme ça, en fait, si le hype un jour se met à descendre, et vous êtes beaucoup moins à risque de vous faire liquider, parce que la valeur de votre collatéral comparé à ce que vous avez emprunté, premièrement, ce que vous avez emprunté, ça se réduit, et deuxièmement, ce que vous avez déposé dans la position, ça augmente. Donc en fait, ici, les 10 000 $, ils augmentent, comparé aux 5 000 $ empruntés. Ce qui fait que votre risque, en fait, diminue. Et du coup, comme ça, en fait, vous pouvez rembourser petit à petit votre emprunt et diminuer votre risque. Ensuite, une fois que vous avez acheté du hype, en fait, oui, voilà, vous le mettez en collatéral et c'est comme ça que vous diminuez votre risque. Et donc voilà à peu près comment organiser son portefeuille pour accumuler le plus de hype possible. Donc voilà, je vous laisse imaginer où est-ce que vous serez si vous faites ces stratégies pendant 1 an, pendant 2 ans et que le hype s'apprécie de, je sais pas moi, x2, x3, x5 ou x10 en fonction de vos convictions. Mais comme ça, en fait, vous dépassez un grand stade, enfin un grand nombre d'investisseurs, tout simplement parce que vous êtes proactif et que votre bague, en fait, vous n'êtes pas juste là à attendre que votre bague de hype s'apprécie. Vous allez chercher les opportunités, vous allez chercher du rendement. Et donc certes, c'est un petit peu plus de gestion, c'est aussi un petit peu plus d'activité et un petit peu plus de risque. Mais voilà, moi je préfère largement ça à une gestion passive. Et donc ce genre de stratégie, ça peut être implémenté pour tout et n'importe quoi. Donc ici j'ai mis rembourser l'emprunt, mais ça va être aussi accumuler plus de hype. Et on peut aussi mettre ce hype en collatéral. Tout simplement. Donc je disais cette stratégie, donc là on a fait un exemple pour le hype, mais ça peut fonctionner avec plein de tokens. Vous pouvez mettre du BTC en collatéral et vous dire j'accumule le plus de BTC possible. Vous pouvez mettre des ETH. ETH, vous les mettrez plus sur AAV. Vous pouvez mettre du NIR, du SOL, du ZEC, du SUI. Ça fonctionne avec plein de stratégies possibles. Donc si vous voulez apprendre à faire ce genre de stratégie,
Et bah, j'explique tout ça. On va voir chaque étape. Donc, quand je parle de chaque étape, c'est choisir un actif, comment faire du lending borrowing, comment faire du LP. Il y a du LP, mais il y a aussi d'autres types de stratégies. Typiquement, comment opérer sur les marchés quand on a ce genre de stratégie. Tout est expliqué de A à Z, toutes les étapes. Tout ça, c'est dans le circuit du profit, donc le lien en description. Et sinon, j'espère quand même que ce genre de modèle vous aura inspiré. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé comment j'approche les cryptos. Parce que bah, ce que je trouve vraiment bien, c'est que le fait de se restreindre aux tokens qu'on rajoute en collatéral, ça fait quand même un filtre sur de bons actifs parce que les plateformes de lending borrowing ne listent pas n'importe quel token. Et donc, du coup, si un token est listé en collatéral, déjà, ça lui met une qualité supérieure. C'est-à-dire que c'est pas le premier shitcoin qui vient. Et ça nous force à aller sur des actifs qui sont plutôt safe. Et en plus de ça, on n'est pas limité à seulement leur exposition. C'est-à-dire que ici, on a pris un emprunt et on a fait du LP. Mais on pourrait très bien faire un emprunt, éventuellement faire du LP, mais ici, au lieu de rembourser l'emprunt, bah, en fait, on va venir miser sur d'autres projets qui sont peut-être un petit peu plus risqués. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun, mais on n'est pas limité à juste ce token. En fait, ici, on a pris un exemple pour un token, mais on peut faire ça. On peut imaginer plein de stratégies différentes. Mais bon, tout ça, c'est une utilisation un petit peu plus avancée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si ça vous a plu. Et moi, je vous remercie d'abord d'avoir suivi jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine.